Au dîner de Thanksgiving, maman a dit, tu es la plus paresseuse. Regarde juste ta sœur. Ma sœur a eu un sourire narquois. J'ai dit calmement, alors cette paresseuse va arrêter de payer 4500 $ de son loyer chaque mois. Ma sœur s'est étouffée avec sa boisson. Au dîner de Thanksgiving à Boise, tout a basculé au moment où ma famille a décidé de me juger à voix haute devant tout le monde. Je m'appelle Kayla Banton et j'avais 28 ans quand j'ai réalisé que le silence ne vous protège pas. Il apprend seulement aux gens jusqu'où ils peuvent aller sans conséquence. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux, son visage calme, sa voix assurée, et elle a dit, tu es la plus paresseuse à cette table. Regarde juste ta sœur et apprends quelque chose. Juste après ces mots, ma sœur a eu un lent sourire narquois, levant son verre avec un sentiment de victoire silencieux qui n'avait besoin d'aucune explication, car elle savourait le moment plus que quiconque dans la pièce. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas tremblé. J'ai posé mes mains à plat sur la table, levé les yeux et dit clairement, alors cette paresseuse va arrêter de payer 4500 $ de son loyer chaque mois. Ma sœur s'est étouffée avec sa boisson à la seconde où les mots ont quitté ma bouche, toussant si fort que le bruit a attiré tous les regards de la pièce vers elle sans que j'aie à dire un autre mot. La table est devenue silencieuse d'une manière qui semblait pesante, pas gênante, pas dramatique, mais réelle, comme si tout le monde réalisait en même temps que quelque chose d'important venait d'être exposé. Avant de vous emmener au cœur de mon histoire, dites-moi honnêtement ceci. Si vous étiez à ma place, resteriez-vous silencieux ou finiriez-vous par parler? Commentez votre réponse et dites-moi pourquoi. Tout a commencé dans une maison tranquille à Boise, bien avant que l'argent ne fasse partie du problème. Quand j'étais plus jeune, j'ai appris très tôt à me déplacer silencieusement dans une pièce sans attirer l'attention, parce que prendre la parole ne semblait jamais sûr, et montrer des efforts ne semblait jamais nécessaire dans une maison où le bruit importait plus que les résultats. Je finissais les corvées avant que quiconque ne le remarque, je terminais les projets scolaires sans rappel, je nettoyais les espaces communs après le départ de tout le monde, et je corrigeais de petites erreurs qui auraient pu causer des problèmes plus tard. Tout en prétendant que rien de tout cela ne demandait d'énergie ou de sacrifice. Ma sœur, Belle Banton, a appris quelque chose de très différent dans la même maison. Elle a appris à rester visible, à paraître occupée, et à faire de chaque petite action une performance qui méritait les applaudissements de quiconque regardait d'assez près. Chaque fois que quelque chose se passait bien, elle se mettait en avant, décrivait naturellement ce qui avait été fait, expliquait à quel point cela avait été stressant, et acceptait les éloges sans hésitation ni malaise. Maman voyait ce qui ressemblait à du mouvement, pas ce qui créait la stabilité. Elle écoutait les histoires qui semblaient impressionnantes au lieu de remarquer le silence qui maintenait tout en ordre. Quand Belle parlait de sa fatigue, maman la croyait sans poser de questions, car l'effort se mesurait au ton de la voix plutôt qu'au résultat qui restait invisible. Je restais silencieuse parce que corriger cette histoire me semblait dangereux, même quand la vérité pesait lourdement sur ma poitrine. Papa travaillait d'une manière qui lui avait appris à faire confiance à ce qu'il pouvait voir clairement. Si quelqu'un paraissait occupé, il gagnait le respect sans inspection plus approfondie. Si quelqu'un restait silencieux, on supposait qu'il était oisif ou désintéressé. Il n'a jamais demandé qui portait quelle responsabilité dans les petits moments qui ne semblaient pas dramatiques de loin. Il regardait les surfaces au lieu des fondations, donc mon travail ne lui parvenait jamais sous une forme reconnaissable. Le mot paresseuse a commencé à apparaître de petites manières qui ne semblaient pas cruelles au début, mais qui se sont profondément ancrées dans la façon dont j'étais perçu. Il, reniflement, apparaissait dans des commentaires qui semblaient désinvoltes, dans des blagues auxquelles tout le monde riait, dans des attentes qui ne suggéraient jamais que je pouvais gérer plus que le strict minimum. On ne me qualifiait pas de paresseuse pour avoir échoué. On me qualifiait de paresseuse parce que je ne mettais pas en avant ce que je portais en silence. Avec le temps, j'ai compris quelque chose qui a changé ma façon de voir chaque pièce de cette maison. L'effort et la reconnaissance n'étaient pas la même chose. La personne qui parlait le plus fort contrôlait l'histoire. La personne qui empêchait les choses de s'effondrer restait invisible. Le travail sans témoin ne gagnait pas le respect, même quand il était la raison pour laquelle la paix existait. Cette prise de conscience ne m'a pas rendue amère dans mon enfance. Elle m'a rendue prudente. J'ai cessé d'attendre l'équité de personnes qui ne la cherchaient jamais. J'ai cessé d'attendre une reconnaissance qui ne m'était jamais destinée. J'ai appris à protéger mon énergie en donnant moins de moi-même aux personnes qui mesuraient la valeur par le bruit plutôt que par l'effort silencieux. Quand je suis devenu adulte, l'étiquette s'était déjà attachée à mon nom à l'intérieur de cette maison. Elle me suivait silencieusement dans chaque pièce.
Elle vivait dans l'espace entre ce que je faisais et ce qu'il croyait. Elle ne s'est jamais effondrée, jamais fissurée, et ne s'est jamais relâchée, peu importe le nombre de responsabilités que je gérais sans qu'on me le demande. Je savais bien avant l'âge adulte que l'effort et la réputation ne grandissaient pas ensemble dans cette famille. Au moment où nous étions toutes les deux adultes, rien n'avait vraiment changé. Je me suis construit une vie qui paraissait tranquille en surface et stable en profondeur, car c'était la seule façon que je connaissais pour survivre dans un monde qui n'applaudissait jamais les gens comme moi. J'ai choisi un travail qui récompensait la constance plutôt que l'attention. J'ai appris à rester tard sans l'annoncer et je me suis lentement créé une réputation de personne de confiance quand les choses allaient mal. Mon travail exigeait de la concentration, de la patience et une résolution de problèmes qui n'apparaissaient jamais dans les moments forts. Pourtant, il payait les factures, couvrait l'assurance, constituait une épargne et me donnait un sentiment de contrôle que je n'avais jamais ressenti enfant. Belle a évolué dans la direction opposée sans jamais le dire à voix haute. Elle s'est lancée dans un travail qui dépendait de l'image, du timing et de ce que les gens ressentaient pour elle à un moment donné. Elle s'est orientée vers des rôles qui la mettaient devant des caméras, lors d'événements, dans des pièces où les gens remarquaient l'énergie plus que les résultats. Elle passait d'une opportunité à l'autre, poursuivant la visibilité, collectionnant les relations et construisant le genre d'histoire sociale qui semblait impressionnante lorsqu'elle était répétée à voix haute. Quand elle parlait de sa journée, cela semblait toujours urgent et plein d'élan, même quand peu de choses avaient été réellement concrétisées. Maman écoutait ces histoires comme les gens écoutent les gros titres. Elle entendait le mouvement et l'interprétait comme de l'effort. Elle entendait l'enthousiasme et le traduisait en bravoure. Quand Belle parlait de réunions, de contacts ou de possibilités futures, maman hochait la tête comme si la preuve était déjà arrivée. Quand je parlais de délais, de projets ou de longues heures derrière un écran, la réponse était polie mais distante, car mon travail n'avait pas de langage dramatique qui lui était attaché. Mes résultats vivaient dans des endroits calmes, donc ils ne lui semblaient jamais réels. Papa n'a jamais voulu être injuste, mais il faisait confiance à ce qu'il pouvait voir de ses propres yeux. Il comprenait l'épuisement physique, les délais visibles, les voix élevées, le mouvement qui remplissait une pièce. Quand il regardait mon travail, il ne voyait qu'une chaise, un bureau, un écran d'ordinateur et un visage calme. Il interprétait ce calme comme de la facilité au lieu de la discipline. Il appelait cela un travail léger sans se rendre compte que mon esprit ne s'arrêtait jamais, même quand mes mains étaient immobiles. Pour lui, l'effort n'existait que s'il semblait inconfortable de l'extérieur. Au dîner de famille, le schéma est devenu si familier que j'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de différent. Si quelqu'un me demandait ce que je faisais, je répondais honnêtement, j'expliquais la structure de mon travail, j'essayais de décrire la pression sans me plaindre. La conversation ne restait jamais longtemps sur ce sujet. Elle glissait toujours vers Belle, vers son emploi du temps, vers ses contacts, vers l'impressionnante description qu'elle faisait de la pièce où elle entrait. J'ai commencé à me sentir comme un personnage secondaire dans ma propre histoire. Non pas parce que je me sentais petite, mais parce que leur attention n'avait jamais appris à se poser ailleurs. Ce qui a changé lentement en moi n'était pas de la colère, mais de la clarté. J'ai commencé à comprendre que la vérité importait moins que le récit dans cette maison. Les faits ne gagnaient pas. Le volume, oui. La constance n'impressionnait pas. La performance, oui. J'ai cessé d'essayer de m'expliquer de manière qu'ils ne pouvaient pas entendre. J'ai cessé d'offrir des détails qui ne menaient nulle part. J'ai appris à garder des parties de ma vie privée parce que les partager n'apprenait aux gens qu'à les minimiser. Il n'y a pas eu de dispute dramatique qui a marqué cette prise de conscience. C'est arrivé tranquillement pendant que je tenais mes comptes tard le soir, que je relisais des rapports que personne à la maison ne comprendrait jamais, et que je planifiais des avenirs dont personne ne se souciait. J'ai vu que ma stabilité effrayait les gens qui vivaient d'excitation, car la stabilité ne pouvait pas être mise en scène. J'ai vu que mon silence était confondu avec de la faiblesse, car la faiblesse était plus facile à comprendre pour eux que la retenue. À ce moment-là, je ne voulais plus autant leur approbation que la paix. Je voulais le contrôle sur mes choix. Je voulais une vie qui ne dépendait pas des applaudissements pour se sentir réelle. J'ai continué à construire sans l'annoncer. J'ai continué à grandir sans me donner en spectacle. Je les ai laissés garder leur histoire parce que j'avais commencé à écrire la mienne dans des endroits qu'ils ne regardaient jamais de près. C'était la saison de ma vie où j'ai finalement accepté quelque chose de difficile sans ressentiment. La vérité de mes efforts n'importerait jamais autant que l'histoire que quelqu'un d'autre racontait. Une fois que j'ai compris cela,
j'ai cessé d'essayer de rivaliser avec une voix qui était toujours plus forte que la mienne. Peu de temps après, j'ai envoyé le premier paiement sans trop y penser. Le premier appel est arrivé tard un soir, alors que la journée avait déjà drainé la plupart de mon énergie, me laissant dans cet état de calme où dire oui semble plus facile que de poser des questions. La voix de Belle semblait tendue, acérée sur les bords, d'une manière qui semblait assez réelle pour m'effrayer. Elle a dit qu'elle avait mal calculé le moment de ses commissions. Elle a dit que le propriétaire n'était plus patient. Elle a dit que la vie sur sa porte était humiliant. J'ai écouté plus longtemps que je n'aurais dû, car la peur porte un ton qu'il est difficile d'ignorer quand elle appartient à quelqu'un avec qui vous avez grandi. À ce moment-là, aider semblait logique, pas émotionnel. J'ai ouvert mon application bancaire pendant qu'elle parlait encore, j'ai viré l'argent avant qu'elle ait fini d'expliquer les détails, puis je lui ai dit de ne pas s'inquiéter parce que c'était temporaire, parce que c'était juste un petit pont pour l'aider à traverser un moment stressant. J'ai cru cette phrase en la disant. Je l'ai cru parce qu'on m'avait appris à résoudre les problèmes discrètement au lieu d'étudier pourquoi ils existaient. Le mois suivant n'a pas semblé être une habitude au début. Cela ressemblait à un mauvais timing, un coup de malchance, des formalités administratives lentes, des virements tardifs. Belle est devenue plus douce avec moi. Son ton a changé, passant de l'urgence à la familiarité. Elle a commencé à parler comme si s'appuyer sur moi n'était pas une demande, mais une entente partagée entre deux sœurs. Je n'ai pas discuté parce que je voulais croire que la confiance était plus forte que le malaise. Je me suis dit que le vrai soutien familial n'était pas censé se sentir calculé. Lentement, mes habitudes ont changé sans cérémonie. J'ai arrêté de chercher des vols quand mes amis parlaient de voyages de fin de semaine. J'ai choisi des courses moins chères sans y penser. J'ai retardé le remplacement de mes chaussures même quand les semelles étaient usées. J'ai annulé des projets qui nécessitaient des explications, car expliquer me semblait plus lourd que d'ajuster ma propre vie. Rien de tout cela n'a semblé dramatique sur le moment. Cela ressemblait à de la responsabilité. Cela ressemblait à l'âge adulte. Belle s'est ajustée dans une direction différente. Son ton est devenu plus léger. Son stress semblait répété au lieu d'être brut. Elle a cessé de me remercier. Elle a commencé à me dire quel mois serait meilleur, quelle opportunité était proche, quelle connexion était sur le point de rapporter. Les conversations duraient plus longtemps mais disaient moins. J'ai commencé à remarquer que l'histoire avait toujours une fin heureuse juste hors de portée, toujours un pas au-delà du présent, nécessitant toujours un mois de patience de plus. Le pire n'était pas l'argent lui-même. C'était la façon dont mon esprit s'est lentement réorganisé autour de l'obligation. J'ai commencé à planifier mon budget avec son loyer déjà déduit, comme si c'était une facture fixe que j'avais toujours dû payer. Je vérifiais mon propre solde avec une peur silencieuse qui me semblait honteuse parce qu'elle existait en silence. J'ai arrêté de parler de mes objectifs parce qu'ils me semblaient sans importance face à l'urgence de quelqu'un d'autre. Je ne me sentais pas généreuse. Je me sentais piégée à l'intérieur d'une version de moi-même qui continuait à accepter parce que s'arrêter me semblait égoïste. Maman n'a jamais demandé d'où venait la stabilité de Belle. Elle louait l'effort parce qu'elle pouvait l'entendre. Elle admirait le mouvement parce que cela ressemblait à de l'ambition pour elle. Elle n'a jamais demandé comment le loyer était payé. Elle n'a jamais demandé pourquoi l'appartement, raclement de gorge, restait épargné par les conséquences. Elle n'a jamais remarqué que mon style de vie se réduisait chaque mois. Papa ne voyait rien d'inhabituel parce que rien de bruyant ne se passait autour de moi. Mon sacrifice n'avait pas de son, donc il n'avait pas de forme à leurs yeux. Le déséquilibre a commencé à s'installer dans mes pensées de manière discrète, qui ne ressemblait pas encore à de la colère. Je l'ai remarqué quand j'hésitais avant de faire les courses. Je l'ai remarqué quand j'évitais mes amis. Je l'ai remarqué quand mon reflet semblait plus fatigué alors que son monde social restait brillant. Je l'aimais toujours. Je la voulais toujours en sécurité. J'ai aussi commencé à sentir que quelque chose d'injuste se construisait en moi, assez lentement pour ne pas attirer l'attention, mais assez réel pour changer ma façon de respirer. Je me suis dit que ça se terminerait une fois qu'elle aurait trouvé ses marques. Je me suis dit qu'une aide réelle ne se comptait jamais. Je me suis dit qu'être forte signifiait être silencieuse. Ces pensées m'ont fait tenir plus longtemps que la logique n'aurait jamais pu, même quand le schéma ne ressemblait plus à de l'aide et commençait à ressembler à de la possession. La semaine avant Thanksgiving était différente, même avant que quiconque ne dise quoi que ce soit. Le travail a changé d'une manière que je n'attendais pas. Pas par le bruit ou la célébration,
mais par une reconnaissance silencieuse qui s'est installée sur moi comme un poids calme. Mon superviseur m'a appelé dans une petite salle de conférence où la lumière du soleil filtrait à travers les stores en fines lignes dorées, me disant que mes projets avaient stabilisé plusieurs lacunes opérationnelles que d'autres n'avaient pas réussi à remarquer. Expliquant que ma constance était devenue le cadre sur lequel les autres s'appuyaient maintenant. Je l'ai remercié avec la même voix douce que j'utilisais pour tout ce qui était sérieux, bien que quelque chose en moi se soit adouci d'une manière que je n'avais pas ressentie auparavant. Parce que pour une fois, l'effort existait sans avoir besoin de défense. Alors que cette stabilité grandissait, la tension du côté de Belle devenait plus forte d'une manière que je pouvais sentir à travers mon téléphone sans même le déverrouiller. Les messages arrivaient enrobés d'un langage désinvolte, conçu pour ressembler à de petits désagréments plutôt qu'à des urgences. Pourtant, chacun portait un poids familier qui pesait doucement sur mon sens des responsabilités. Elle parlait à nouveau de retard, de timing qui jouait contre elle, de la manière dont certaines attentes ne pouvaient être reportées. J'écoutais sans discuter, bien que je sentisse la différence dans mon corps, la façon dont mes épaules n'acceptaient plus la pression aussi naturellement qu'auparavant. Maman est passée en mode préparation, remplissant la maison d'une sorte d'excitation particulière centrée sur la présentation plutôt que sur la connexion. Elle parlait de tenues qui rendraient bien sur les photos, posait des questions sur les emplois du temps qui pourraient paraître impressionnants aux invités, passait plus de temps à décrire à quel point la vie de Belle était devenue vibrante qu'à demander ce qui s'était passé dans la mienne. Sa voix s'éclaircissait quand elle utilisait le nom de Belle, comme si les vacances appartenaient plus à l'énergie qu'à la stabilité. C'est au milieu de cette semaine que ma meilleure amie Tessa Morgan s'est assise en face de moi dans le coin tranquille d'un café qui sentait le sucre brûlé et la mousse chaude, regardant mes mains serrer une fois de trop le gobelet en papier. Elle ne m'a pas fait la morale. Elle n'a critiqué personne. Elle a dit quelque chose de simple sur un ton calme, expliquant que le soutien ne devrait pas effacer la personne qui le donne. Elle l'a dit assez doucement pour que je ne me sente pas jugé, mais assez clairement pour que je me sente vu. Je n'ai pas répondu tout de suite, car pour la première fois, je pouvais voir la forme de mes choix sans essayer de les excuser. La reconnaissance au travail a continué de manière petite et constante. Des courriels portaient mon nom. Les réunions s'interrompaient pour avoir mon avis. Mes idées avançaient sans résistance. Rien de tout cela n'était dramatique. Cela a construit une structure silencieuse autour de ma confiance que je ne m'étais pas autorisé à ressentir auparavant. La pression de Belle me semblait différente maintenant. Chaque demande sonnait comme d'habitude, mais je l'entendais avec des oreilles plus claires. Le schéma ne semblait plus invisible. Il semblait tracé. Il semblait familier d'une manière qui me serrait la poitrine plutôt que de l'adoucir. J'ai remarqué la façon dont le timing penchait toujours vers l'urgence. J'ai remarqué la façon dont le langage évitait la vraie responsabilité. J'ai remarqué à quelle fréquence je m'ajustais sans qu'on me le demande directement. Maman continuait de parler du plan de table, de la liste des invités, des histoires qu'elle voulait que la famille projette de l'extérieur. J'acquiesçais pendant ces conversations pendant que quelque chose de nouveau grandissait tranquillement en moi. Une ligne fine mais solide qui séparait ce qui était à moi de porter de ce qui ne l'était pas. Je n'ai confronté personne cette semaine-là. Je n'ai pas annoncé de changement. J'ai simplement commencé à tracer des frontières invisibles dans mes pensées, décidant où mes soins s'arrêteraient, même si mon amour ne le faisait pas. Au moment où Thanksgiving approchait, je ne me sentais plus comme une présence secondaire dans ma propre vie, même si je n'avais pas exprimé cette vérité à voix haute. Quand je me suis assise à cette table, je me sentais déjà fini à l'intérieur. La chaise semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû quand je l'ai rapprochée, non pas à cause de son poids, mais à cause de la pression silencieuse qui s'était accumulée en moi pendant des années sans soulagement. J'ai croisé les mains doucement, gardé les yeux au niveau de la table, et observé avec quelle facilité tout le monde s'installait dans un confort qui n'avait jamais été destiné pour moi. Maman a levé son verre lentement, son sourire poli d'une manière qui ressemblait plus à une performance qu'à de la chaleur, tandis que ses yeux parcouraient la table avec confiance, comme si elle savait déjà à quoi le moment était censé ressembler. Elle a finalement dit, « Je suis juste fière parce que dans cette famille, certaines personnes comprennent ce que signifie un réel effort, et certaines personnes savent comment travailler au lieu de simplement exister tranquillement en arrière-plan. » Elle a fait une pause assez longue pour que le silence s'étire avant de tourner son regard vers Belle. Elle a ajouté, « Voilà à quoi ressemble le travail acharné. Regarde juste ta sœur. » Belle s'est légèrement penchée en arrière dans sa chaise, a détendu ses épaules d'une manière qui semblait pratiquée, et a laissé un sourire lent et délibéré apparaître au coin de sa bouche.
Elle a levé son verre avec un mouvement soigné du poignet, a pris une petite gorgée, et m'a jeté un bref regard avant de détourner les yeux, comme si elle avait déjà décidé à quel point je devais me sentir petite. J'ai senti le serrement familier dans ma poitrine, la pression qui me faisait taire avant que mes pensées ne puissent exister pleinement. Mais cette fois, j'ai laissé le sentiment rester sans qu'il ne courbe ma colonne vertébrale ou ne fasse trembler mes mains. J'ai pris mon verre d'eau, bu une gorgée mesurée sans urgence, et l'ai reposé avec contrôle avant de lever les yeux. J'ai dit, alors cette paresseuse va arrêter de payer 4 500 $ de son loyer chaque mois. Ma voix est restée calme. Ma respiration est restée régulière. Mes mains n'ont pas rompu leur immobilité. L'air a changé d'une manière lente, presque visible, non pas par le bruit, mais par la tension, comme si la pièce elle-même avait besoin d'un moment pour décider comment réagir. Le corps de Belle a sursauté vers l'avant alors qu'elle s'étouffait avec sa boisson, toussant brusquement tandis que du liquide se déversait de son verre sur sa main tremblante, ses épaules se crispant alors qu'elle luttait pour reprendre son souffle sans attirer davantage l'attention. Papa s'est penché vers elle immédiatement, mu par l'habitude plutôt que par la conscience, baissant la voix jusqu'à un murmure qui portait plus de poids qu'il n'aurait dû. Il a chuchoté, « Biel ». Ce seul nom sonnait plus lourd qu'une phrase, non pas à cause du volume, mais à cause de tout ce qu'il représentait à ce moment-là. L'atmosphère s'est épaissie autour de la table. Pas bruyante, pas chaotique, mais lourde d'une manière qui rendait chaque mouvement retardé, alors que les fourchettes planaient au-dessus des assiettes. Les verres s'arrêtaient en l'air et même la respiration semblait plus délibérée. Maman a essayé de préserver son sang-froid, bien que la crispation autour de sa bouche trahît son effort, et elle a dit, ne rendons pas cela inconfortable pour tout le monde. J'ai légèrement relevé le menton, gardé un ton doux, et répondu sans élever la voix. Je ne rends pas la situation inconfortable. J'ai juste fini de prétendre que c'était juste. Personne n'a tenté de rire. Personne n'a essayé d'adoucir le silence. Personne n'a trouvé une blague pour se cacher. La vérité est restée dans l'air, installée entre les assiettes, les verres et les mains qui ne bougeaient plus naturellement. Pendant ce temps, Belle évitait mon regard, se concentrant entièrement sur l'essuyage de ses doigts avec une serviette qui se déchirait légèrement sous la pression de sa poignée. Papa s'est doucement raclé la gorge, mais a choisi de ne pas parler, ses doigts restant près de son verre sans le soulever, tandis que maman ajustait une assiette qui n'avait aucune raison d'être déplacée, ses mains trop prudentes, trop contrôlées, trop lentes. En moi, quelque chose a changé, non pas avec colère, non pas avec bruit, mais avec un sentiment de finalité tranquille qui semblait plus fort que la peur, alors que le poids que j'avais porté commençait à se relâcher sans avoir besoin de permission. Pour la première fois, le silence ne me faisait pas me sentir petite. Quelques heures après le dîner, la maison était plus bruyante qu'elle ne l'avait jamais été. Le salon semblait étroit, comme si les murs s'étaient rapprochés sans que personne ne le remarque, compressant l'air jusqu'à ce que chaque respiration ressemble à une décision à prendre. Personne n'était assis confortablement. Personne ne faisait plus semblant. Chaque son venait du même endroit, un endroit brut où les mots cessaient d'être polis et commençaient à devenir des armes qui attendaient depuis des années. Maman se tenait près du bout du canapé et a parlé la première, sa voix traversant l'espace avec une acuité qu'elle n'essayait plus de cacher en disant « Tu as embarrassé ta propre sœur devant tout le monde, et tu appelles ça du respect. » Papa est resté debout, les bras croisés, sa voix plus basse, mais plus lourde quand il a répondu. Nous ne pouvons pas continuer à appeler la vérité un manque de respect juste parce que ça fait mal. Ces mots n'ont pas calmé la pièce. Ils ont approfondi la fissure qui s'était déjà formée. Belle n'a pas attendu. Elle s'est avancée rapidement, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur les miens, et elle a dit, « Tu te crois forte maintenant parce qu'ils t'ont entendu, mais tu as seulement prouvé à quel point tu es vraiment égoïste. » Ces mots n'ont pas tremblé. Ils brûlaient. Elle voulait qu'ils portent. Je me suis avancé au centre de la pièce, pas lentement et pas pour marquer un point, mais parce que je refusais de rester en marge de quelque chose qui avait déjà consumé une si grande partie de ma vie. Quand j'ai parlé, ma voix est restée basse, mais claire, car elle n'avait plus besoin de rivaliser avec les cris. Je n'aiderai plus. Ni avec de l'argent, ni avec des services, ni avec le silence, ni en faisant semblant. J'ai complètement fini. Maman s'est tournée vers moi avec un regard qui était plus de choc que de colère et elle a dit, « Tu agis comme si tu n'avais aucune responsabilité envers cette famille. » Je lui ai répondu sans élever la voix ni l'adoucir. J'ai pris mes responsabilités quand personne ne me l'a demandé. J'ai payé pour des choses que personne n'a vues.
Et je suis restée silencieuse quand cela me coûtait tout. Et c'est pourquoi cela se termine maintenant. Papa a fait un petit pas en avant, son expression prudente comme s'il essayait de choisir des mots qui pourraient encore réparer quelque chose. Et il a demandé, « Tu es vraiment prête à laisser tout ça s'effondrer ?» J'ai croisé son regard et répondu, « Ça s'effondrait déjà alors que j'étais la seule à le maintenir. » La réaction de Belle a changé. Ses mains se sont serrées, ses épaules se sont tendues, sa voix s'est élevée quand elle a de nouveau parlé, non pas suppliante cette fois, mais menaçante. « Si tu te retires de ça, je m'assurerai que les gens sachent qui tu es vraiment. » Elle voulait la peur. Elle voulait l'hésitation. Elle voulait que je cède. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas baissé la tête. Je n'ai pas essayé de me défendre. Tu peux raconter l'histoire dont tu as besoin pour survivre à ça, mais je ne plierai plus pour te mettre à l'aise. La pièce est devenue silencieuse d'une manière qui semblait plus lourde que les cris ne l'avaient été. Personne n'a bougé. Personne n'a interrompu. Même maman a cessé de parler. Même papa a cessé d'ajuster sa posture. Belle est restée figée là où elle se tenait. Je suis resté où j'étais, respirant régulièrement, sentant quelque chose de solide en moi qui n'existait pas avant, quelque chose qui ne dépendait pas de l'approbation ou de la permission. Après ça, je me suis éloigné du centre de la pièce pour me diriger vers le couloir. Pas parce que je m'échappais, pas parce que je me sentais faible, mais parce que j'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire sans me perdre dans le bruit. Quand j'ai fermé la porte de la chambre d'amis derrière moi, la maison était encore bruyante. Pour la première fois, je ne l'étais pas. Des mois plus tard, tout est devenu calme d'une manière que je n'avais jamais connue. Le calme ne semblait ni vide ni solitaire. Il semblait organisé, prévisible et étrangement doux, comme si ma vie avait enfin cessé de vivre en mode urgence. Je me réveillais sans angoisse, je travaillais sans tension constante, et je dormais sans rejouer de vieilles conversations dans ma tête. Le silence n'était pas un manque de son, mais l'absence de chaos. Belle ne s'est pas adaptée en douceur à la nouvelle réalité. Sans mon soutien, elle a été forcée de quitter l'appartement qu'elle avait traité comme une récompense permanente plutôt que comme un privilège temporaire. Elle a déménagé dans un endroit plus petit qui l'obligeait à budgétiser, à planifier et à accepter que la responsabilité ne pouvait plus être évitée en la reportant sur les autres. Le style de vie qu'elle avait bâti sur le confort a dû se réduire. Et pour la première fois, elle a connu des conséquences qui ne pouvaient pas être aplanies par l'effort de quelqu'un d'autre. Maman ne pouvait pas contrôler le résultat comme elle avait toujours cru pouvoir le faire. Elle a essayé de gérer les conversations, de rediriger le blâme et de se convaincre que les choses reviendraient simplement à ce qu'elles étaient. La réalité a refusé d'obéir à ses attentes, et l'illusion de contrôle s'est lentement fissurée alors qu'elle réalisait qu'aucune pression ou culpabilité ne pourrait me forcer à reprendre le rôle que j'avais déjà abandonné. Papa a maintenu le contact, mais à distance. Il envoyait de brefs messages, posait des questions simples et évitait les conversations émotionnelles qui pourraient le forcer à choisir entre le confort et l'honnêteté. Sa présence est devenue une ligne plutôt qu'un pont, un rappel que la connexion peut exister sans proximité quand la peur est encore plus forte que la compréhension. Je n'ai pas repris le rôle de sauveteur. Je n'ai pas offert de paiement silencieux, de solution discrète ou de sacrifice caché. Ma vie est restée calme parce que je l'ai protégée. J'ai construit des routines qui m'appartenaient et j'ai appris à me sentir en sécurité sans qu'on ait besoin de moi. J'ai cessé de mesurer ma valeur à la quantité de soulagement que je pouvais apporter à la vie de personnes qui n'avaient jamais demandé à quel point le fardeau était devenu lourd. Il n'y a pas eu de réunion, pas d'excuses dramatiques, et pas de moment de guérison soudain. Il y a seulement eu une distance qui semblait saine plutôt que douloureuse. J'ai appris que la distance ne signifie pas toujours la haine. Parfois, elle signifie le respect de l'espace nécessaire pour rester entier. Établir des limites au sein d'une famille n'est pas un acte de cruauté et ce n'est pas un rejet de l'amour. C'est une forme de respect de soi qui permet à une personne d'exister sans épuisement émotionnel constant ni pression financière. Quand vous cessez de permettre aux gens de définir votre valeur par ce que vous fournissez, vous commencez à comprendre que la paix ne se gagne pas par le sacrifice, mais se protège par la clarté, le courage et la constance. Merci d'avoir suivi mon histoire jusqu'à la fin, et d'avoir donné à ces mots l'espace d'exister dans vos pensées et votre temps. Si vous avez déjà fait face à un moment où vous avez dû choisir entre les attentes familiales et votre propre paix, j'aimerais vraiment connaître votre expérience. Partagez vos pensées, vos sentiments ou votre histoire dans les commentaires afin que nous puissions nous comprendre mutuellement.